Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, c'est la dernière édition de Direct durant l'année 2025. Beaucoup d'espoir pour l'année 2026. Évidemment, la diplomatie égyptienne a entrepris plusieurs démarches sur la voie du contact avec les pays, les différents pays, a entrepris des démarches importantes concernant la situation géopolitique dans notre région et à leur tête évidemment la question de Gaza et les pays du voisinage, la question de l'eau et beaucoup d'autres questions relatives à l'énergie et autres. Et ces temps-ci, nous avons les élections législatives, le premier tour, le deuxième tour, le vote des Égyptiens à l'étranger et le vote à l'intérieur du pays. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en cette dernière édition Monsieur Ibrahim Chokri, Monsieur le général Ibrahim Chokri, qui est expert stratégique et conseiller de droit avec nous ici au studio. Général Ibrahim Chokri, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame Nav, fier d'être avec vous cette soirée, surtout que c'est le dernier jour de l'année de 2025 et on va commencer dans quelques heures l'année 2026. Je vous souhaite tout le bonheur, tout le succès pour votre équipe de travail, pour votre chaîne respective, aussi pour tous les Égyptiens, pour notre pays, pour l'Égypte. Merci beaucoup et le plaisir est partagé et les souhaits sont partagés. Et d'ailleurs, nous allons saisir l'occasion pour dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a échangé des vœux de nouvel an avec les rois et chefs d'État du monde, exprimant l'espoir que la nouvelle année favorise le dialogue, la coopération et la paix pour un avenir plus sûr et plus stable. Il a également adressé ses vœux aux Égyptiens à l'étranger, leur souhaitant santé, bonheur, progrès et prospérité. Par ailleurs, il a reçu des messages de félicitations de hauts responsables de l'État, lui adressant leurs meilleurs vœux, ainsi qu'à l'Égypte pour davantage de développement et de prospérité. Évidemment, ces temps-ci, ça fait quelques semaines que nous vivons ensemble ce processus électoral important concernant les législatives au sein du Parlement. Et normalement, Monsieur le Général, les résultats devaient être affichés le 4 janvier, mais disons que nous allons avoir le résultat final vers le 11 janvier, étant donné qu'il y a des, on ne va pas dire des rattrapages, mais on recommence selon quelques plaintes ayant été avancées selon le tribunal et selon la décision du tribunal. Nous allons revenir pour discuter en détail, mais il faut dire que nous avons notre correspondant Wael El-Alfi à partir de l'autorité nationale des élections. Wael, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez assisté à la réunion de l'autorité nationale des élections. On aimerait avoir un compte rendu. Très bien, mais d'abord permettez-moi, Maha, de féliciter tout le monde pour le nouvel an 2026 et avec tous les meilleurs vœux à réaliser. Alors, depuis le siège de l'autorité nationale des élections, nous sommes aujourd'hui là, et à l'issue de la conférence de presse qui était tenue par M. Ahmed El-Benderi, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, pour son bilan habituel vers 7 heures pile du soir qui était tenu, alors que lui, d'abord il a commencé bien sûr à saluer le rôle bien joué par les expatriés égyptiens qui sont à l'étranger, alors qu'ils se sont rendus dès le commencement du jour le matin au scrutin, bureau de vote, qui sont placés normalement dans les endroits des ambassades et consulats pour donner leur voix pour la deuxième fois à leur candidat. Je vous rappelle, Maha, que nous sommes au second tour de reprise, c'est-à-dire d'après qui parvient, selon la décision et la déclaration de l'autorité nationale des élections, de reprendre les élections de la première phase qui était visée pour la province du sud de l'Égypte, c'est-à-dire pour les 13 gouvernorats. Parmi ces 13 gouvernorats, on a 10 gouvernorats. Parmi ces 10, dans ces 10, il y a 19 circonscriptions qui sont réparties.
Là, je vous rappelle, ce n'est pas pour des cas d'irrégulation, la reprise ou bien le revue, c'est-à-dire le suivi, c'est-à-dire de cette opération électorale. Mais parce qu'en fait, les candidats qui sont en marathon électoral de compétition, les candidats en lice, n'ont pas, bien sûr, d'après leurs résultats, n'ont pas obtenu la majorité absolue de suffrage des voix des électeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réalisé. Alors, selon et conformément à la loi et les règles de l'opération législative de cette opération électorale et de la loi égyptienne, c'était bien sûr reprise. Les résultats seront le 11, comme vous venez de dire, janvier actuel, pour cette première phase des élections. Les résultats finaux. Monsieur le directeur exécutif, et bien sûr, il a salué le rôle bien joué qui ont répondu à leur devoir national, les expatriés, et ce qui représente jusqu'à quel point les expatriés sont affiliés à leur patrie. Ils sont revenus pour la deuxième fois au scrutin, là-bas, dans les endroits des ambassades et consulats, pour donner leur voix, c'est-à-dire qu'ils insistent à leurs candidats. Ils savent bien leurs candidats. Rapidement, je peux vous dire, la province du Sud s'est concernée. La ville d'Assouan, la ville de Luxor, la ville d'Assout, la ville de Sohag, la ville de Fayoum, la ville de Beheira, bien sûr, et de Sohag, bien sûr, qui sont concernés pour la première phase des élections. Bon, alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les expatriés, que ce soit ils sont venus pour la deuxième fois, ils se sont rendus pour la deuxième fois au bureau de vote pour donner leur voix. C'est-à-dire qu'ils insistent à leur candidat. Et ça représente vraiment une image très agréable d'affiliation des expatriés à leur patrie. Mais ça représente aussi comment l'Égypte tient une telle opération électorale avec une expérience très agréable d'opération électorale. Je peux vous dire, Maha, que tous les côtés sont engagés à cette opération électorale. Que ce soit du côté du pouvoir législatif représenté à l'Institut législatif, là où nous sommes, mais aussi avec les cours de justice qui ont donné leur décision pour les plaintes qui étaient présentées, les accusations qui étaient prises, bien sûr, de sérieux par l'autorité nationale pour de reprendre dans d'autres cas, mais on voit bien que le rôle est bien joué du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif qui est représenté avec la dirigeance politique, qui a donné facilité toute la voie et toutes les possibilités pour l'autorité, c'est-à-dire législative, de prendre toutes les décisions selon la loi égyptienne et conformément à la constitution égyptienne, de reprendre ce chemin qu'on a pris aujourd'hui, ce chemin qui est peut-être un peu plus long, peut-être un peu plus difficile pour les Égyptiens, mais ça termine ou bien s'achève, bien sûr, s'aboutit bien sûr avec une chambre des députés qui sera élue par la volonté des Égyptiens, par la volonté et conformément à la loi démocratique en Égypte, à la loi respectant tous les principes de loi législative, surtout dans cette opération électorale. Le troisième élément, c'est bien sûr le rôle joué par les citoyens, que ce soit les citoyens d'Égypte à l'intérieur ou bien à l'extérieur du pays. Et on a vu comment les expatriés, c'est-à-dire les Égyptiens à l'extérieur du pays, ils ont représenté les expatriés une image très agréable de leur affiliation. Ils se sont rendus et respectent et continuent à exercer leurs droits démocratiques, mais aussi s'intéressent que leur candidat qui sera élu à la Chambre des députés sera d'après leur volonté et d'après la volonté des citoyens. Donc, tous les éléments s'engagent à cette opération électorale. Il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'il y a des rôles qui étaient très bien joués en coopération et coordination à ce domaine-là, que ce soit du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, qui a facilité toute cette opération électorale et a donné tous les équipements nécessaires avec l'autorité nationale, dans les endroits des bureaux de vote, que ce soit dans les consulats et dans les ambassades, pour faciliter l'opération électorale pour les électeurs expatriés à l'Égypte et pour un bon déroulement.
D'autre part, ici à l'intérieur du pays, on peut parler aussi des gouvernorats, c'est-à-dire l'autorité de gouvernorat dans tous les gouvernorats. Ils ont donné toutes les facilités. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur a joué un rôle très très important, représenté par les forces de police qui étaient toujours présentées pour garder la sécurité, assurer la sécurité à l'extérieur et à l'intérieur des scrutins, ici à l'intérieur du pays. Donc tous les éléments s'engagent et tout le monde s'engage pour réaliser une expérience très très agréable et pour refléter au monde à la fin que voilà, l'Égypte passe par une expérience électorale ou bien démocratique, mais en respectant toutes les règles et les mesures nécessaires législatives et avec la volonté des citoyens égyptiens. Oui, Ma. Wael El Alfi, à partir de l'autorité nationale des élections, je vous remercie infiniment pour votre intervention et votre compte rendu. De retour au studio avec notre invité, le général Ibrahim Choukri, expert stratégique. Quel est votre commentaire concernant le déroulement des élections et surtout concernant les irrégularités qui sont reprises de nouveau, surtout que le conseiller Ahmed Bendari, directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, a exhorté les Égyptiens résidant à l'étranger et dont les domiciles sont dans les circonscriptions qui doivent être refaites. Il les a exhortés quand même à participer, disons-le, une énième fois pour que le processus soit en règle. Bon, vous voyez, notre cher collègue Wael a parlé tellement avec grande explication concernant toute l'opération électorale en général en Égypte. Mais si vous voulez poser un peu le point de vue de cette situation, je peux dire au recours que les mots écrits par son Excellence le Président de la République au premier lieu, qui ont eu dans la première phase, concernant que les Égyptiens cherchent la transparence, alors à ce temps-là, on a trouvé qu'il y a quelques plaintes de quelques candidats. Donc on a bien révisé et fait le contrôle de toutes ces plaintes-là et on a fait redoubler les élections dans quelques zones électorales et dans quelques régions, dans quelques gouvernorats. Bien sûr, quand on fait des élections à l'étranger, ce sont les Égyptiens de l'étranger qui participent, qui appartiennent aussi au même gouvernorat dont on fait les élections, concernant la première phase et la seconde phase. Donc vous voyez qu'il y a eu une sorte de changement dans le processus électoral en général, et aussi une sorte de contrôle de toutes sortes de plaintes concernant les députés, les futurs députés qui veulent se présenter, et aussi le comité ou disons le département ou les régions qui s'occupent de toute cette affaire-là, ce sont le comité national des élections ou l'organisation nationale des élections. Ils ont bien sûr fait redoubler des élections dans quelques régions, dans quelques zones, dans quelques gouvernorats. Ça veut dire bien sûr qu'il y a ce genre de contrôle, ça veut dire aussi qu'il y a ce genre de transparence, ça veut dire aussi que les responsables sur cette affaire des élections cherchent toujours la justice. Et ça veut dire aussi que ce que nous disons toujours, que personne ne sera membre du Parlement sauf à la volonté des Égyptiens eux-mêmes. Donc la volonté des Égyptiens, c'est elle qui compte au premier lieu. Et en plus, nous avons vu qu'il y a un redoublage ou un refaire des élections dans la première phase, bien sûr aussi, notamment la seconde phase, à l'étranger et aussi notamment à l'intérieur du pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette affaire-là. Mais disons qu'avant le 11 janvier, nous serons devant un nouveau Parlement qui, selon mon opinion de vie, moi je vois que ce sera un Parlement unique dans l'histoire parlementaire de l'Égypte, parce que c'est la première fois que ça arrive de cette manière, afin que nous avons vu qu'il y a des grands personnages qui ont atteint l'échec dans ces élections. Ce n'était pas normal de voir ça, sauf si on parle de la transparence et on parle de la justice, on parle aussi de l'honnêteté, c'est-à-dire c'est la voix des Égyptiens qui compte en premier lieu, c'est ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, espérons le mieux et nous attendons évidemment impatiemment le 11 janvier pour avoir le résultat final affiché
On s'attendait aux 4, mais disons qu'on aura une semaine de plus. De toutes les manières, aujourd'hui, nous allons passer à un autre dossier concernant le poids de l'Égypte sur la scène internationale, suite évidemment aux élections au sein de l'UNESCO, chose qui reflète le poids culturel et politique de l'Égypte, les démarches entreprises par l'Égypte sur la scène internationale et surtout régionale. À tout de suite. Il faut dire que durant l'année 2025, le docteur Khaled El-Anani a été élu directeur général de l'UNESCO et donc ceci a représenté une étape très importante, une présence importante de l'Égypte sur la scène internationale compte tenu du poids évidemment de l'UNESCO et des décisions qui seraient susceptibles d'entreprendre ultérieurement. Et donc il faut dire qu'au-delà du dossier de l'UNESCO durant l'année 2025 a été marqué par plusieurs succès régionaux au sein des organisations internationales majeures, confirmant évidemment le poids de la diplomatie égyptienne sur la scène ou à l'échelle régionale et internationale. Voyons les détails dans ce compte rendu de Shamsenem. Au sein des Nations Unies, l'Égypte a renforcé sa présence dans plusieurs instances spécialisées, notamment dans les domaines des droits de l'homme, du développement durable et de la lutte contre le terrorisme. La participation active de représentants égyptiens à des comités et mécanismes onusiens reflète la confiance accordée au Caire pour contribuer à la gestion des enjeux internationaux complexes. Au niveau économique et commercial, l'Égypte a également enregistré des avancées au sein d'organisations régionales telles que le COMESA, où elle joue un rôle important dans la promotion de l'intégration économique africaine, le renforcement des échanges et la facilitation des investissements intra-africains. Dans le cadre régional arabe, l'Égypte continue d'occuper une place centrale au sein de la Ligue des États arabes et contribuant activement aux discussions politiques, sécuritaires et culturelles. Son rôle de médiation et de coordination sur plusieurs dossiers régionaux renforce sa crédibilité et son influence institutionnelle. Ses succès et cette présence renforcée au sein d'organisations internationales et régionales traduisent une diplomatie égyptienne proactive fondée sur l'équilibre, le dialogue et le multilatéralisme. Ils illustrent la capacité de l'Égypte à transformer son engagement diplomatique en position stratégique, confirmant ainsi le poids et la crédibilité de sa politique étrangère sur la scène internationale. Retour au studio et avec notre invité, le général Ibrahim Choukli, qui est expert stratégique. On est parvenu à la fin de l'année 2025 et évidemment l'Égypte a entrepris plusieurs démarches stratégiques sur la scène régionale et internationale. Comment peut-on les résumer? C'est vrai qu'il faut vraiment des heures et des heures, mais commençons par la situation géopolitique et les démarches entreprises de l'Égypte confirmant le poids de l'Égypte. Quel était le rôle de l'Égypte pour contenir, si on peut le dire, les crises géopolitiques? Bon, vous voyez, l'année 2025, c'était une année remplie, pleine des activités sur le niveau local interne ou sur le niveau régional et international aussi. Du point de vue égyptien, je parle. Donc, l'Égypte aussi a atteint ou a acquis beaucoup de succès dans de divers domaines. Pour moi, je trouve que une des plus importants succès que nous avons vus, c'était l'élection de son Excellence, le docteur Khaled El-Anani, comme un directeur général ou directeur exécutif de l'organisme international UNESCO. Donc ça, c'est quelque chose de fierté pour nous, les Égyptiens. Nous, à la fin de cette année, nous adressons la félicitation à son Excellence et nous lui souhaitons tout le succès durant son parcours et sa présence dans cette grande
cette grande administration internationale qui s'occupe de faire toutes les activités culturelles et même architecture concernant l'humanité dans tous les pays du monde, pas seulement en Europe ou en Afrique, mais dans tous les pays du monde. Alors, lui, il est le représentant de l'Égypte. Pour moi, ce succès-là représente représente l'unité de tous les départements de travail égyptiens. C'est-à-dire, la diplomatie égyptienne a participé bien pour bien renforcer et appuyer l'élection de son Excellence, mais aussi il y a eu des activités concernant les relations de l'Égypte avec d'autres pays, c'est-à-dire le docteur Khaled a reçu aussi l'appui de l'Égypte, du gouvernement, de la présidence, etc. Vous vous rappelez qu'il y a eu nous avons fait un autre essai pour atteindre à ce poste-là, il y a des dizaines d'années, concernant M. Farouk Hosni, mais on n'a pas eu le même succès, peut-être parce qu'il n'y avait pas ce sorte d'appui que l'État aussi a fait un grand plan pour appuyer. Donc aussi pour que les organismes internationaux ou pour que les membres de l'UNESCO, qui sont bien sûr les membres des Nations Unies, pour qu'ils donnent leur vote à Dr Khaled El-Anani, ça veut dire, entre parenthèses, qu'ils donnent un vote à l'Égypte. Donc ça veut dire aussi que l'Égypte passe d'une période de bonnes relations avec la plupart des pays du monde qui font membres, et tous les pays qui font membres aux Nations Unies. Sinon, les pays ne peuvent pas donner leur vote, sauf à des pays qui sont en conscience que ce pays va faire quelque chose de nouveau, va bien commander la situation et contrôler les activités de l'UNESCO. Donc, ce n'est pas seulement un succès pour Dr Khaled, mais aussi c'est un succès pour l'État égyptien, le gouvernement égyptien. Et aussi, c'est un succès qui présente ou qui reflète aussi la bonne relation de l'Égypte avec les autres puissances du monde. Ça, c'est très intéressant pour prendre en considération. Alors donc, parmi les succès réalisés sur la scène internationale, c'est le poste suite aux élections qu'a occupé l'ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, à la tête de l'UNESCO en tant que directeur général de l'UNESCO durant l'année 2025. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'UNESCO incarne une diplomatie fondée sur la culture, l'éducation et le dialogue entre les civilisations. Elle offre aux États un espace d'influence reposant sur la crédibilité intellectuelle, le patrimoine culturel et l'engagement en faveur des valeurs universelles. C'est dans ce cadre que la candidature égyptienne portée par Khaled El-Anani comme directeur général de l'UNESCO en 2025 a bénéficié d'un large soutien, reflétant la reconnaissance internationale du rôle de l'Égypte dans la préservation du patrimoine et la promotion de la culture. Le choix d'El-Anani s'inscrit dans une vision égyptienne cohérente de la diplomatie culturelle. Ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, il a contribué à renforcer la présence de l'Égypte au sein des instances culturelles internationales, tout en valorisant son patrimoine historique comme levier d'influence et de coopération. Son profil académique et son expérience institutionnelle ont renforcé la crédibilité de la candidature égyptienne au sein de l'UNESCO. Dans une année électorale marquée par des enjeux géopolitiques et culturels majeurs, ce choix illustre la capacité de l'Égypte à mobiliser sa puissance douce pour consolider sa position au sein des organisations internationales. Il traduit également une diplomatie active fondée sur le dialogue, le multilatéralisme et le respect de la diversité culturelle. Ainsi, l'UNESCO apparaît non seulement comme un cadre institutionnel de coopération, mais aussi comme un espace stratégique où l'Égypte affirme son influence à travers la culture et le savoir. Le bilan de 2025 confirme que la diplomatie culturelle égyptienne, incarnée par le choix de Khaled El-Anani, constitue un pilier essentiel de la présence égyptienne sur la scène internationale.
Le général Ibrahim Choukri, vous êtes expert stratégique. À partir d'une perspective purement stratégique, quels sont les défis qui étaient flagrants dans notre région durant l'année 2025? Bien sûr, cette année-là, puisque je parle des succès égyptiens, mais il y a aussi des grands défis contre l'Égypte durant cette année-là. Nous avons vu, par exemple, l'affaire de Gaza et les discussions pour parler concernant le Gaza et aussi, disons, l'alerte qu'a lancée l'Égypte qu'il n'y a jamais émigration par force pour les habitants de Gaza pour venir ailleurs. Et il n'y a jamais un moyen pour dissoudre la solution ou dissoudre l'État palestinien. Donc ça, c'était un grand défi contre ceux qui veulent ça, c'est-à-dire des grandes puissances, soit régionales ou autres. Ça, de la part de la destination à l'est de l'Égypte, mais aussi à l'ouest aussi, il y a des problèmes concernant la situation libyenne. Vous voyez, sur le niveau de l'État libyen, il y a des problèmes, il y a des divers gouvernements, il y a des divers autorités qui commandent le pays à l'est et à l'ouest, c'est-à-dire il y a ceux qui dirigent la Libye à partir de Benghazi jusqu'à certes, mais il y a d'autres qui dirigent le pays à partir de Tripoli. Donc c'est un pays que nous souhaitons à ce peuple-là, qui est notre peuple frère, qu'il y a une bonne relation et ancienne relation entre nous deux, que nous souhaitons de faire aussi la stabilité et être unis. Mais ce que nous avons vu à la fin de l'année 2025, c'était la mort du commandant du chef d'état-major de l'armée libyenne dans cette affaire-là de l'avion. Donc ça aussi prouve que le problème continue un peu, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris fin. Si vous regardez au sud, vous avez le problème soudanais. Donc ça continue aussi la guerre. Le peuple soudanais, c'est lui qui perd et qui mord. Ce sont les citoyens innocents qui n'ont rien à voir avec les défis qui se trouvent entre les divers partis qui se trouvent au Soudan, soit au niveau du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement central au Khartoum, ou au niveau de Darfour et d'autres régions. Donc il y a deux partis, deux ethnies, deux factions, si vous voulez le dire, qui sont combattants. Et le premier perdant, c'est le citoyen soudanais, nos frères soudanais. Donc c'est un défi aussi contre l'Égypte, que l'Égypte essaie de résoudre ce problème. Mais si vous parlez d'un défi plus grand et plus énorme, ce sera le défi au niveau de la mer Rouge. Vous avez vu aussi cette année-là les problèmes causés par le Yémen, qui est au sud de la mer Rouge, concernant les Houthis qui ont lancé beaucoup de missiles contre le nord jusqu'à Israël. Mais aussi, on a vu ces problèmes-là ont causé diminuer la circulation sur le canal de Suez. Donc tous ce sont des problèmes, même s'ils sont un peu loin, mais aussi bien ça sûr, touche le bien de l'Égypte. Oui. Toujours sur la voie du compte rendu concernant les démarches égyptiennes durant l'année 2025, il faut dire que 2025 était une année électorale sur le plan international et sur la scène organisationnelle internationale par excellence. Shamsen Emi, encore une fois, nous donne plus de détails. Les succès de la diplomatie égyptienne en 2025 se sont traduits par l'élection de candidats égyptiens à des postes clés dans plusieurs instances internationales et régionales, notamment au sein des Nations Unies, de l'Union africaine et d'organisations spécialisées. Ces victoires reflètent la reconnaissance internationale du rôle constructif joué par l'Égypte dans la promotion de la stabilité, de la paix et du développement durable. La diplomatie égyptienne s'est appuyée sur une stratégie fondée sur le dialogue, la coopération sud-sud et le renforcement des partenariats avec les pays africains, arabes et européens. Le Caire a mené des campagnes diplomatiques actives soutenues par un large réseau d'alliances, mettant en avant l'expertise égyptienne dans des domaines tels que la gestion des crises, la médiation,
la lutte contre le terrorisme et le développement institutionnel. En Afrique, l'Égypte a consolidé son influence en défendant les priorités du continent, notamment le développement, la sécurité et la réforme des institutions internationales, ce qui a renforcé le soutien africain aux candidatures égyptiennes. Sur le plan international, ces succès électoraux traduisent également la crédibilité de la politique étrangère égyptienne, fondée sur l'équilibre, le respect du droit international et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ainsi, le bilan de l'année 2025 illustre clairement la réussite de la diplomatie égyptienne à transformer son engagement politique et diplomatique en gains concrets, renforçant la présence de l'Égypte dans les centres de décisions internationaux et affirmant son rôle en tant que pilier de la stabilité régionale et mondiale. Général Ibrahim Chokri, de retour à la question de Gaza, il y a eu quand même un accord de cessez-le-feu qui a été violé. Il y a eu les raids et les exactions israéliennes continuent quand même de se produire, alors qu'on pense parallèlement, et l'Égypte y compris, à la reconstruction de Gaza. C'est un paradoxe, comment le résoudre? Voilà, on a vu que l'Égypte a essayé de faire une sorte de réunion ou entretien entre les grandes puissances, surtout les États-Unis, qui sont venus sur le territoire égyptien, à Sharm el-Sheikh, pour signer un accord de paix concernant Gaza, avec aussi les leaders et les responsables des grands pays qui entourent l'affaire. Mais s'il y a des problèmes sur le niveau de la paix, sur le niveau du viol, comme vous venez de le dire, on a vu aussi qu'il y a eu un entretien entre le président américain et le premier ministre israélien, c'était il y a quelques jours, et le président américain a insisté que la deuxième phase de l'accord de paix doit commencer dans quelques jours, quelques semaines. Donc ça veut dire que la volonté américaine va dans la direction de la reconstruction de Gaza ou de la paix au niveau de Gaza. Donc, mais voyons, il y a d'autres autorités, on parle de celle de l'armée israélienne, qui essaie d'arrêter tout ça, parce qu'il y a des gens, pour eux, ce n'est pas le bien. Il n'y a pas un bénéfice d'arrêter la guerre, mais par contre, ils sont gagnants quand il y a la guerre, quand il y a les massacres qu'on a vus au niveau de Gaza. Donc, c'est une sorte de combat entre les gens qui veulent continuer la guerre, je parle de l'armée israélienne, et ceux qui cherchent la paix, comme nous, les Égyptiens, comme les États-Unis, comme les Palestiniens, et même qui ont le droit de la paix et qui ont le droit aussi d'avoir leur propre État reconnu par tout le monde. Passons un petit peu à la question libyenne. Nous savons qu'en Libye, il y avait tellement de milices armées. À un moment donné, et suite au printemps arabe, il y avait plus de 1200 milices armées différentes. Il y avait aussi Daesh et autres. Dans quelle mesure, comment peut-on évaluer la situation libyenne ? Bon, la situation... À partir d'un plan stratégique, purement stratégique, sécuritaire. Oui, bien sûr. La situation libyenne, on peut regarder cette situation par de diverses visions. Pour nous, comme Égyptiens, nous cherchons la paix au niveau de la Libye, d'avoir un gouvernement bien connu, uni pour tout l'État, un gouvernement, un parlement, un président, etc. Donc pour notre bien, parce que c'est un pays voisin, c'est un pays où nous avons beaucoup de relations historiques, ce sont nos frères, et il y a aussi des relations, même de mariage, entre les familles égyptiennes et libyennes. Donc nous cherchons tout ce qu'on peut arriver afin d'avoir la paix. N'oubliez pas que la Libye est un pays qui est un pays producteur du pétrole aussi. Donc c'est un pays qui peut avoir un revenu national, un grand revenu national qui peut aider à reconstruire l'État et reconstruire les sociétés, les départements de l'État, etc. Donc pour nous, nous poussons dans cette direction.
Par contre, s'il y a d'autres milices, c'est dans le cadre aussi de la coopération avec des grandes puissances au niveau du Moyen-Orient qui peuvent l'aider. Alors si on peut les convaincre de ne pas aider ces factions, ces forces armées qui sont hors ou illégales, hors de le droit ou la loi ou illégales, on peut, avec coopération avec les autres pays, d'intervenir et d'arrêter leur financement, d'arrêter leur armement. C'est ce que nous cherchons par coopération avec, premièrement, les pays voisins de la Libye, deuxièmement, les pays qui cherchent leur intérêt à l'intérieur de la Libye. Général Ibrahim Choukri, vous êtes expert stratégique et professeur de droit. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous et je saisis l'occasion pour vous souhaiter une excellente fin d'année et beaucoup de bonheur et de santé en 2026. Merci beaucoup, fier d'être avec vous cette soirée. Surtout, c'est une journée très distinguée. Dans quelques heures,